Ok, bonsoir les amis. On va faire un tour sur Parashat Korach. Korach, c'est une histoire extraordinaire. On va pas s'allonger sur la personnalité de Korach et sa rébellion contre Moshe Rabbeinu. Lui et toute sa clique, son assemblée, il a regroupé des gens des grandes tribus. Il a regroupé des chefs. Il a regroupé des gens importants pour se révolter contre Moshe et Aaron. En particulier ceux qui étaient à côté de lui, puisque Korach faisait partie, c'était le chef de la famille de Kehat. Kehat est la famille la plus estimée de la tribu de Lévi. Donc on va dire, Korach est le number 3 au niveau de la dynastie d'Israël. Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen et Korach. Korach, c'est pas n'importe qui. Korach pensait même que le fait que dans le futur, Shmuel Hanavi descendra de lui, il pensait comme il écrit dans la Gemara, Shmuel Bedoro, Shakul Kemoshe et Aaron Bedoram. Shmuel Hanavi pesait autant que Moshe et Aaron en même temps. Il disait, bon, ouais, j'ai une grande descendance. Et puis, on lui dit, oui, c'est vrai, mais pour l'instant, tu ne l'es pas. Ça fait tes votras. La fin de tes lettres font référence à la tzidkut. Parce que Korach, Kouf, Resh, Ret, c'est Sadik, Kouf, Katamar, Resh, Yifrach. Avec le Chet à la fin. C'est comme une date, voilà. C'est comme une date qui fleurit, mais c'est lointain. Il aura une rédemption, d'ailleurs, pas lui-même, mais ses enfants. Bnei Korach l'ometo, les fils de Korach ne sont pas morts. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la terre, il les a engloutis dans des parties profondes de la terre où ils ont pu survivre là-bas un certain temps. Ils ont même chanté des Teilim, Mizmor Bnei Korach, des Teilim des fils de Korach. Et quand ils sont ressortis, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils avaient déjà fait Teshuvah, c'était des tzadikim. Donc Korach, il avait cette vision que lui, c'est quelqu'un d'important. Il est aussi important que Moshe et Aaron. Ses petits-enfants seront aussi importants, si ce n'est plus, puisque en un seul homme, Shmuel Hanavi, on a le poids de Moshe et Aaron. Et il dit, je comprends pas, la matiknasu al kalachem, pourquoi vous vous élevez sur la communauté d'Israël? Pourquoi vous pensez que vous êtes les meilleurs? Toi, Moshe, t'es le roi. Tu as donné à ton frère Aaron le statut de grand prêtre. Et tu nous demandes de faire des mitzvot, tu nous demandes d'être complètement soumis à vous. Il n'en est rien. Moi, je veux aussi avoir une part importante. Mais sa rébellion à Korach, bien qu'on on peut tous s'allonger sur tous les midrashim et toutes les histoires racontées sur Korach, c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un détail de Korach. On va dire celui même qui, pas beaucoup le savent, a été le déclencheur de sa marloquette. Qu'est-ce qu'il a poussé, qu'est-ce qu'il a rendu fou pour aller contre Moshe Rabbeinu, qui était son cousin germain, n'oubliez pas. Comment? Alors ça, c'est ce que tout le monde connaît. Et moi, voilà, je vais vous amener un petit chidouche particulier cette semaine. Alors, dans la paracha, il est dit, on lit à gauche, petit 1, Car Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi, Vetatan, Ve'abiram, ben Eliam, Ve'on, ben Peled, ben Reuven. Korach, il a pris. Comme ça, il est marqué. Car Korach, il a pris. Il a pris quoi? On ne sait pas encore vraiment. On va voir dans un instant. Korach, il a pris. Korach était le fils de Yitzhar. Yitzhar était le fils de Kehat. Kehat était le fils de Lévi. Et Lévi, c'était le fils de Yaakov. Donc, c'est pas n'importe qui. Korach est directement descendant de Yaakov Avinu. Vedatan et Aviram, on les connaît, ça fait longtemps déjà qu'ils sont là à nous pourchasser en essayant à chaque fois le Vaudor, les Meraglim. C'est toujours là quand il y a des histoires. C'est un peu comme dans Oui Oui, les deux méchants lutins, là. Ils sont constamment en train à nous courir après. Bon, il y a Datan et Aviram, mais Kadosh Baruch Hu leur donne du mérite parce qu'ils voulaient pas fouetter, c'était des capots pendant l'exil d'Égypte. Et ils étaient censés frapper les Juifs qui ne travaillaient pas. Eux-mêmes étaient surveillés par un officier égyptien. Un officier égyptien surveillait 10 Juifs. Et parmi les 10 Juifs, il y avait des chefs de groupe, c'était Datan et Aviram. Et eux, ils retiraient leurs mains, ils ne voulaient pas frapper leurs frères. Donc je me dis, rien que pour ça, vous avez le mérite de rester, parce que c'était des Réchaïm en même temps, hein. Ils ne frappaient pas parce qu'ils n'aimaient pas frapper. Mais c'était plein de... Bon. Et Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez rester en vie très longtemps et je vais vous utiliser pour à chaque fois être au centre de la marloquette. Et ils vont rester comme ça longtemps en vie, ils vont tous mourir. Des épidémies, des feux qui descendent du ciel, des terres qui s'ouvrent. Et Datan et Aviram, ils sont toujours là, toujours vivants, jusqu'à cette histoire de Korach. Et donc, Datan et Aviram, ils viennent d'où? Ils viennent de la tribu de Réhouven. Ils viennent de la tribu... pourquoi de la tribu de Réhouven? Parce que, comme Korach venait de la famille de Kehat, et Kehat était du côté, pas loin des tribus de Réhouven, Oil Aracha ve Oil Ishreno, le rachat, il influence son voisin, et c'est pour ça qu'il faut s'éloigner du rachat. Bien sûr, si on a les forces et si on est accompagné, on peut l'élever, on peut lui donner du rizouk, on peut lui faire tchouva. Mais si on ne se sent pas fort, il faut reculer.
On ne peut pas rester avec le rachat de peur qu'il nous influence. Et c'est ce qui s'est passé avec Korach, il a été influencé. C'est ce qui est passé avec la tribu de Réhouven. Ils se sont tous regroupés et ils ont suivi Korach. Ils faisaient partie de ceux qui ont le plus suivi Korach parce qu'ils étaient proches de son lieu d'habitation. Ils habitaient dans les mêmes régions. Il faut bien voir ça comme des régions parce que le peuple juif était vraiment très nombreux, 4 millions de juifs, des tribus qui sont séparées les unes des autres. Chaque tribu avec des tentes bien séparées pour pas, parce qu'il y avait un problème de tzniut. Les tentes ne se donnaient pas tête à tête. Il y avait il y avait de la pudeur. J'imagine que pour aller d'un endroit à l'autre dans le camp d'Israël, fallait quand même une trottinette électrique, quoi. Si tu voulais aller, parce que sinon c'était compliqué. Ça devait être compliqué, tu vois, que Korach dit bon, on va aller voir tribu de Shimon. Non, on va prendre Réhouven. Réhouven, vous êtes chaud, on est là, on se rebelle contre Moshe, vous êtes juste à côté. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'ils sont juste à côté. Et ils ont pris Bnei Réhouven. Et parmi la tribu de Réhouven, le chef de la tribu de Réhouven, c'était On. On l'appelait On, fils de Pellet. Alors, il y a une Gemara comme ça dans Sanhedrin qui dit pourquoi on les appelle Korach ben Tsar ben Kehat ben Levi et On ben Pellet, On ben Pellet, Bnei Réhouven, de la tribu de Réhouven. On dit Korach. Korach, c'est celui qui a fait une korcha. Une korcha, c'est il a coupé, il a tondu, je sais pas comment on dit en français, faire une tonsure, une tonsure. Il a arraché, comme les Indiens qui arrachaient la tête, là. Pas la tête, mais la peau, là. Ils faisaient, comment on appelle ça? Ils dépelaient, dépecer. Comme ça, il tirait comme ça la peau. Et donc, ça s'appelle aussi une korcha. Donc, Korach, il a été Korach, Milajon, Korcha. Aussi, Itzar, c'est vient du mot Tsaoraim, qui veut dire l'après-midi, lorsque l'obscurité arrive. Kehat, ça vient du mot aussi Kehe, qui veut dire aussi le bleu foncé. Et Lévi, Levaya, qui l'accompagnait le mâle. Et alors que On ben Pellet, on va voir dans un instant qu'il était particulier, lui, dans la tribu de Réhouven. Il était On, fils de Pellet, fils du miracle, Bnei Réhouven, les fils de ceux qui disent, regardez mon fils. On va voir que On ben Pellet et Korach, les deux qui étaient au centre de la marloquette, puisque c'était deux chefs de tribu, on va voir qu'il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Alors Rachid dit sur place, Velo Izkir ben Yaakov. Pourquoi le nom de Yaakov n'est pas rappelé? Il y a marqué que Korach était le fils de Itzar, Itzar était le fils de Kehat, Kehat était le fils de Lévi. C'est lui qui n'a pas voulu. Pourquoi il n'y a pas le nom de Yaakov? C'est lui qui n'a pas voulu. Rachid répond, Bikesh Rachamim alatzmo shelo yazkir shmo al machloktam. Rachid dit que Yaakov a supplié Hachem. Il a dit, je t'en prie Hachem. Je sais que normalement, si c'est moi l'arrière-arrière-arrière-grand-père, je suis un peu responsable aussi de mon petit-fils, mais je t'en prie Hachem. Permets-moi de ne pas être cité, que mon nom ne soit pas cité dans la marloquette de Korach. Chez les marques, comme on dit dans le Bereshit, même tête, Vav, Bika'alam altechad gvodi, dans cette communauté de mauvaises mœurs, que mon honneur ne s'unifie pas. Donc c'est un passage qui parle de se séparer de ceux qui ne sont pas bien. Et Yaakov, il a voulu se séparer son nom de la marloquette de son petit-fils. Excuse-moi, juste un peu sur une paracha. Est-ce qu'il a été nommé dans la paracha de Balak ou Balchas où les enfants de la tribu de Rouven Shimon faisaient la Avera avec Cosme Betso? C'est quoi ta question? Est-ce qu'il a été nommé quand on fait le dénombrement? Qui a été nommé? Yaakov. Est-ce qu'il a dit la même chose pour est-ce que Yaakov a été nommé? Est-ce qu'il a dit la même chose? Est-ce qu'il a été nommé dans la paracha de Balak? Il n'y a pas de marloquette. Où il a fait, ou Reuven, ou la tribu de Shimon. Ouais, la tribu de Shimon. Pardon. Mais pourquoi il n'y a pas de problème d'être nommé? C'est Marloquette Betchamel Betinel qui a été gérée. Mais l'autre, c'est de la Giloy Arayot. Giloy Arayot. Et Avodazara. Giloy Arayot, Akadosh Baruch Hu. Et Avodazara. Il n'a pas détruit le monde pour Giloy Arayot. Pour Shfichut Damim. Quand est-ce qu'il a fait le déluge? Hamas. Quand il y avait des problèmes de marloquette. Ah, très bien. Comment ça? Pour Babel, ils étaient tous unis, mais ils étaient contre Dieu. Ils envoyaient des flèches et tout. Hachem, il dit, quand c'est entre vous, je ne peux pas supporter de voir mes fils comme ça se disputer. Quand c'est contre moi, c'est un peu comme un père qui est le fils, il le frappe comme ça sur le ventre. Ah, je t'aime pas. Le père, il a de la peine. Il dit, mon fils, je vais t'éduquer, mais tu me fais de la peine. Je ne peux pas me battre contre lui. Donc, Yaakov, il ne s'allie pas quand il y a une marloquette. C'est la seule et unique marloquette qu'il y a eu. Parce que même les Meraglim, ce n'était pas une marloquette, c'était une plainte. Ils pleuraient, ils se sont mis dans un linceul, ils ont commencé à être malades, genre ils étaient malades. Oh, nous pleurons, nous avons les visions des géants. C'était que du cinéma. Là, c'est une vraie marloquette. Là, c'est la mata. Pourquoi toi et pas moi? C'est quelque chose, c'est une. Korach, il voue une jalousie depuis qu'il est jeune. C'est le petit cousin, c'est le cousin direct de Moshe Rabbeinu. Et il fait partie des grands cousins. C'est-à-dire que, normalement, dans la trinité des trois frères des fils de Yitzhar, il fait partie, c'est lui l'aîné. C'est pas Uziel, c'est pas Elitzaphan, c'est lui l'aîné. Il aurait dû être, lui, nommé chef de la famille de Kehat. Mais c'est pas lui qui est nommé.
il devient fou. Et on va voir pourquoi il devient fou. Il y a quelque chose qui l'a poussé à cela. D'accord? Donc, on voit ici la marque loquette que Yaakov, dont Yaakov ne veut pas faire partie. Petit b. De plus, on doit comprendre comment ça se fait que Yitzhar a nommé son fils Korach. Vous allez me dire, oh, Korach, c'est un joli nom. Mais Korach, le problème, c'est que le nom Korach vient d'un autre personnage de la Torah, bien avant, qui avait vécu bien avant lui, qui était un rachat. Qui était cet homme? Regardez, petit 2 à gauche, Bereshit Lamedvav Tetvav. Ele Aloufé Bnei Esav, Bnei Eliphaz, Bechor Esav. Voici les chefs de la famille d'Esav, les enfants de la famille d'Esav, son enfant Eliphaz, qui était son aîné, Alouf Teman, son enfant Teman, Alouf Omar, son enfant Omar, Alouf Tsefo, Alouf Kenaz, et Alouf Korach. Korach, c'était un des noms des fils de Esav. Bon, il est niftar, il est mort, je sais pas comment on peut dire, mais Korach n'existe plus. Des années plus tard, Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils de Yaakov, il dit comme ça, je vais appeler mon petit chéri, qui vient de naître, Korach. Et là, tout de suite, les Chachamim, entre autres le Khatam Sofer, qu'on va voir dans un instant, ils ne comprennent pas comment ont-ils pu nommer Korach avec ce nom de rachat. Regardez, petit 3 à gauche, Khatam Sofer. Korach Benitza, Anita Meal Tzadikim Bnei Lévi. Je ne comprends pas comment les Tzadikim de la famille de Lévi ont-ils pu appeler leur fils Korach. Chez Karou Shem Benam Korach, chez Ushem Mealoufé Esav, qui est un nom d'Esav. Vekaïmalan, Yoma la Metret Amoudbet, et ceci peut aller dans le sens de la Gemara, Yoma la Metret Amoudbet, Rechaim Lomaskinan Bishmayahu. On ne doit pas donner de nom de Rechaim à ses enfants. Vechazim Altabé, puisqu'on peut voir ce qui va leur arriver si on leur donne ce prénom. C'est pour ça que peut-être la Torah nous cite sa généalogie seulement jusqu'à Lévi, l'Omar, Afalpi Shayach Ruta Mesholash, pour te dire que même si Korach était un petit peu comme la descendance directe de tous ces tzadikim depuis Yaakov, Mikol Makom Nitak Mehera Al Deiske Bishmaya Deracha. Et pourtant, à cause de ce prénom, nous dit le Khatam Sofer, c'est comme si que ses parents l'ont déjà plongé dans la personnalité d'un homme qui va aller contre Yaakov, contre ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Pourtant, il avait beaucoup de mérite. Il portait comment ça, le Aaron HaKodesh. Bien sûr. La tribu de Lévi qui a Bien sûr. Vodazara. Vezeu Vaikar Korach. Et c'est pour ça que la paracha nous dit au début de la paracha, Vaikar Korach. C'est quoi Vaikar? Nous dit le Khatam Sofer, il a pris. Quand tu fais une marloquette, tu prends pas. C'est quoi il a pris? Il a pris en fait, Ze Hashem Korach, la Kar Kol Ma Sheayalo Leit Kadesh. Tout ce que Dieu lui avait donné pour devenir saint, c'est-à-dire fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils de Yaakov, une dynastie extraordinaire, comme quelqu'un qui te dit, moi, Rabbi, je veux pas mettre les films, mais vous savez, mon arrière-grand-père, c'était un grand tzaddik au Maroc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, bon, c'est pas grave si moi je fais pas, l'important c'est mon arrière-grand-père. Il te dit comme ça. Il Korach, il avait tout pour dire mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était tous des tzaddikim. Au lieu de l'utiliser dans le bien, Vaikar, il a tout pris pour lui. Il n'a rien laissé aux autres. Et c'est comme si qu'il a fait une korcha, comme on a dit, une coupure entre lui et sa généalogie sainte. Vezeu Hashem Korach la kach et akol, conclut le Khatam Sofer. Petit dé. Reste donc à comprendre comment les Bnei Lévi ont-ils donné ce nom à leur fils. La paracha nous raconte combien tout dépend de son épouse. L'épouse, elle t'envoie des ondes, elle t'envoie des paroles, elle t'envoie des directives. Négatives, ou non actives plutôt, ou positives, c'est-à-dire actives. Quand elle te dit ne va pas là, ne fais pas ça, ne fréquente pas cette personne, tu peux penser que bon, c'est de l'étouffement, c'est de la possessivité. Mais en réalité, dans le fond, la Isha, la femme, elle a une vision. Quand Baruch Hashem, dans le couple, il y a une harmonie, bien sûr. Après, quand il y a des disputes, etc., c'est encore autre chose. Mais quand il y a une harmonie plus ou moins bonne, avec des hauts et des bas, mais une harmonie plus ou moins, un équilibre normal, quand ta femme, elle te dit quelque chose, écoute-la. Parce que ta femme, elle peut te repousser de la Avera comme elle peut t'amener à la Avera, Chaz Shalom. Pas t'amener à la Avera, t'amener à la Mitzvah, pardon. C'est-à-dire qu'elle peut, elle, décider comme une sorte de marionnettiste. Elle te tire les ficelles, elle peut t'amener vers quelque chose de bien ou l'inverse, si tu ne l'écoutes pas. Alors c'est pour ça que la Gemara va nous raconter qu'il y a une grande différence entre Korach et On. On, c'était pas n'importe qui. C'était le chef de la tribu de Réhouven. Et pourtant, lui, il a été sauvé. C'est le seul de toute l'histoire qui n'a pas été englouti dans la terre. Pourquoi? C'est grâce à sa femme. On dit à propos de la femme de Korach, elle chauffait son mari, elle n'arrêtait pas de lui dire « Va, on se moque de toi, on ne veut pas te prendre comme Cohen, comme Lévi, et tatati, et tatata. » Et donc, finalement, Korach, il a été monté, il a eu une montée d'adrénaline à cause de sa femme. Et c'est pour ça que
on l'appelle la femme Racha ici qui a poussé son mari vers la Avera. Alors que la femme de On Ben Pelet, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, je t'en prie, qu'est-ce que ça va t'aider de faire de participer à cette marloquette? Si Korach gagne, tu resteras toujours On Ben Pelet. Si Moshe Rabbeinu gagne, tu resteras aussi toujours On Ben Pelet. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Elle a essayé de le convaincre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas qu'il aille dans la faute? Elle l'a saoulé. Elle l'a saoulé. Elle lui a donné du fromage salé. Elle l'a fait boire, ensuite du vin. Et il est tombé dans son sommeil. Et Korach, il arrive avec toute sa clique pour chercher On. Hé On! Hé On! Tu vois, viens, on va à la marloquette. Et On, il dormait. Alors, le sketch. Alors On, il pouvait pas, il dormait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de On, pour qu'il s'en aille? Elle est sortie à l'extérieur. Elle a découvert son foulard. Elle a étendu ses cheveux comme ça. Elle a commencé à se coiffer. Herva. Elle a montré ses cheveux aux autres hommes. Ils ont vu ça. Korach, c'était un marloquette, mais c'était un tzaddik. Torah jusqu'à Kotso Shel Yud, jusqu'à la pointe d'un Yud, il connaissait. Tamit Rachamatsum. Mais dès qu'il a vu les cheveux, comme c'était un homme tzaddik, il a dit, je peux pas. Venez les amis, on s'en va. Il y a une femme patinute ici, ils sont partis. Ça a permis à On de dormir. Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Korach et toute sa clique sont fait avaler par la terre. La terre s'est refermée. Grâce à toi, j'ai été sauvé, ma femme. Alors qu'avec la femme de Korach, c'est exactement l'inverse. C'est elle qui l'a poussé vers le mal. Alors, regardez ce que dit la Gemara Sanhedrin, Kouftet Amoudbet, petit 4 à gauche. Itate. Vous voyez? Itate de Korach Amrale. La femme de Korach lui a dit, Chazei Maï Kavid Moshe, regarde ce que Moshe t'a fait. Yehuava Malka, il est devenu le roi. Leachava Shavie Kana Rabba. Son frère Aaron il a été nommé Kohen Gadol. Libne Achoi Shvinehu des Sagnek de Kana. Ses enfants à Aaron à Kohen sont devenus les seconds du Kohen, c'est-à-dire leur bras droit. Ve'od de Giezle les Mazaïchou. Et en plus de cela, ils t'ont coupé les cheveux, ils t'ont rasé la tête, les poils, les aisselles, le bas du corps, les sourcils. Tu es devenu tout chalak, ish chalak, un homme lisse, imberbe. Ou mitalel lechou qui coupe ta. Et ils t'ont envoyé, ils t'ont balancé comme une vulgaire boulette d'excréments. Ina yehav bemazaïchou. Ils ont profité de ta mocheté, quand tu es devenu tout imberbe, tout lisse. Ils se sont moqués de toi, que tu ne ressemblais plus à un être humain. Comme il est décrit dans Michelet, Tête Aleph, les proverbes de Shlomo HaMelech 9.1. Chochmot Nashim Banta Bita. La chochma des femmes construisent leur maison. La chochma des femmes, c'est ce qui construit un homme. C'est ce qui construit la maison. Zoishto Shel On Ben Pelet. Qui est cette femme chachama? Merci. C'est la femme de On. Elle était chachama. Elle a construit sa maison. Elle a fait en sorte que son mari survive. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la femme de Korach, dont je ne connais pas le nom? Ve'ivelet beyadea te'arsenu. L'idiotie. Non, elle détruit dans sa main à cause de sa Avera. Elle pousse son mari à la Avera et elle détruit tout de sa main. Zoishto Shel Korach, c'est la femme de Korach. Donc si la femme, elle est dans un bon roi, elle a des bons enseignements, elle est, de temps en temps, elle va à des cours de Torah, elle a une rabbinite, elle a des chaverotes, des femmes qui l'aident, elle n'est pas sur n'importe quel groupe Facebook, et qu'elle a des bons groupes WhatsApp, et qu'elle lit des bons livres, et qu'elle ne voit pas des mauvaises séries télé, et qu'elle n'est pas dans des magazines qui lui embourbent la tête sur « Ah, t'as vu comment elle est belle, mais c'est que du Photoshop ». Quand cette femme-là, elle est dans Emet, elle donne après un bon mari. Elle donne un mari qui va marcher droit parce qu'en fait, chérie, qu'est-ce que tu fais, le minyan? C'est maintenant que ça commence. J'ai quitté la yeshiva, c'est pas pour que... Oui, monsieur, maintenant que t'es plus la yeshiva, c'est moi ton rave. Allez au minyan. La femme, en fait, elle construit sa maison comme ça. Elle pousse son mari vers le Beth Midrash. Mais tout dépend aussi de comment elle est. C'est pour ça que la femme de Korach, elle pousse son mari vers la Avera. La femme de On, qui était tzadika, elle pousse son mari dans la Gdusha. Donc ça, c'est la Gemara de Sanhedrin. Donc il n'y a pas de mérite, en fait, celui qui a survécu. Non, pas vraiment, non. On dit, c'est pour ça qu'on dit rien sur On. On dit elle sur elle, Chochmot Nashim Banta Bita. Alors, c'est elle qui l'a incité à refuser. Alors, pardon. À propos de la femme de Korach, on dit qu'est-ce qu'elle a fait particulièrement. Elle a incité son mari de refuser l'ordre d'Hachem, mais un ordre particulier. Lequel? De se raser la tête. Puisqu'il est écrit dans le Chumash Bamidbar, Perekret, Pasuk He, regardez 5 à gauche. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, Hachem dit à Moshe en disant, Kach et Alviim, mitor bnei Israël vitiarta otam. Prends les Léviim,
parmi le peuple juif et purifie-les. Vekota selahem les taharam, isa alehem mechatat. C'est ainsi que tu feras pour les purifier, tu devras asperger sur eux de l'eau d'expiation. Veiviru tahar al kol besaram, et tu leur raseras tous les poils. Ils devront être complètement lisses. La seule chose qu'on ne rasait pas, c'était les cils. Mais sinon, tout le reste du corps, on rasait. Par contre, les Kohanim, ils arrivaient pour travailler au Beth Amikdash et c'était lisse, quoi. C'était, tu sais, on imagine dans les photos, la grande toque comme ça et la barbe. Pas du tout, il y avait plein de Kohanim imberbes au Beth Amikdash. Parce que ça dépend de leur intronisation ou de leur purification. Un Kohen qui avait été tamé maître, on devait tout lui raser aussi. C'est pas péché. Pour eux, c'est comme ça. La seule personne qu'on ne rasait pas, c'était le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'avait pas le droit d'être rasé parce qu'il devait être beau, de belle prestance, riche. C'était quelqu'un qu'on devait honorer. Or, quelqu'un qui est totalement rasé, il est un peu, tu sais, surtout quand on rase ici, ça fait un peu, on dirait qu'il est malade, tu vois, c'est un peu repoussant. Alors, déjà pas repoussant, mais que on a un choc, tu vois. Vechipsu bigdehem veiteharu. Lavez vos habits et purifiez-vous. Veinifa Aaron et Lévim, Tnufa lifnei Hashem. Et Aaron prenait les Lévim avec ses fils. Il prenait tous les Lévim, qui sont de leur famille, hein, bien sûr. Il leur prenait les mains. Toi, tu prends la main gauche. Toi, tu prends le pied droit et le pied gauche. Allez, on y va. Prenez le 1, 2. Il les levait. Il les balançait devant le. Il les jetait pas, mais il faisait un balancement comme ça, 10 fois, devant le misbéach. Comme ça, on balançait les hommes. Ils étaient en train d'être balancés. Comme quand tu fais avec ton fils, tu vois. Plusieurs en même temps. Plusieurs en même temps. Non, chacun prenait une un après l'autre, on balançait, ça dépend le nombre de Kohanim qui étaient là pour le faire, à travers les générations il y avait plus de monde, mais là en tout cas, comme il n'y a que Elazar, Itamar, Nadav Avihu sont a priori plus là, Elazar, Itamar, Aaron à Kohen, ils balançaient tous les Lévim, allez, un après l'autre, Elitzaphan, Uziel, Korach, ils ont balancé tout le monde. Mais Bnei Israël, Vayu Lavod Avodat Hashem, et ils servaient comme ça le service d'Hashem, Veivdalta Televim Mitoch Bnei Israël, Vayu Levim. Et comme ça, tu sépareras les Lévi'im des enfants d'Israël pour qu'ils deviennent les Lévis. Qui netunim hemali, puisqu'ils me sont offerts. Mitor bnei Israël, parmi les Juifs. Tachat pitrat kol rechem bechor kol mibnei Israël, vakarti otamli. Car les Lévi'im et les Kohanim ont remplacé les aînés d'Israël. À la base, c'est les aînés qui auraient dû être des prêtres. À cause de la faute du veau d'or, les aînés ont perdu ce statut. Et donc, c'est les Kohanim et les Lévi'im, enfin, la tribu de Lévi qui prendra cette place. Et moi, pour cela, je veux deux choses. Un, qu'ils rasent leur corps, et de deux, qu'ils soient balancés. Et ça, Korach, il s'habille comme ça. Il revient de l'intronisation, imberbe, et il rentre à la maison comme ça avec cette tête. Il nous dit, le Midrash Bereshit, Bamidbar Rabbah, Yutret Dalet, regardez petit 6 à gauche. Vaikar Korach. C'est quoi Vaikar Korach, nous dit le Midrash? C'est quoi il a pris Korach? Toute la marloquette, elle a commencé à partir du moment où il a pris. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Malakar. La carte talito. Il a commencé à mettre son habit. Il a commencé à se couvrir un peu de trop. Il faisait pas si chaud. Et il s'est couvert. Ve'alach litol et tsami ishto. Et il est parti voir sa femme. Sa femme me dit, oh, shkonada, shrana, enlève-moi tout ça. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est quoi cette tête là? Shama Kadosh Baruch Hu le Moshe, il dit Hachem, il a dit à Moshe, Kach et Lévim mitor bnei Israël v'tiarata otam, prends les Lévim, purifie-les, Vekota selem le taharam, ve'iviru tahar al kol besaram, tu devras les raser. Miyad asaken, les Korach, il a fait ça à Korach, il trie la chazor à l'Israël, et il est parti voir tout Israël, Korach. Il passait dans les tentes, Lo hayu mekirim oto, il le reconnaissait pas. C'est qui cet homme? C'est qui? Ils ont commencé à être mezalzelbo, de le dénigrer. Amrulo mias alechakar, qui t'a fait ça? Amarlaem. Moshe Asabi, c'est Moshe qui m'a fait ça. Velo de la nataltani beyadi veragli. Plus que cela encore, il me prenait par mes mains et par mes pieds. Vayu magnifi moti, il me balançait. Tu comprends là, il est en train de passer une thérapie quoi. Ouais, il est traumatisé, tu vois ce que je veux dire. Et on l'a rasé, on l'a balancé, alors que c'était un homme hyper puissant encore. Veomer li, areatataor. Et il me disait, Lévin, tu es pur, tu sais, c'est le stress, tu vois. Lévi est Aaron, et Aaron a amené Achiv, son frère, il a amené son frère, pardon, Vekashto Kekala, Veshivo Beoel Moed. Et tu sais ce qui s'est passé à Aaron à Cohen? Mon cousin, Germain, ils l'ont pas rasé, et ils l'ont mis des habits merveilleux, des lors, des pectorales, et ils l'ont mis devant le Oel Moed, devant le Mishkan, devant la tente d'assignation. Et ils ont fait le kavod. Et moi, ils m'ont fait comme ça, ils m'ont tout rasé, ils m'ont mis des habits blancs bizarres, on dirait que je suis un fantôme. Miyad itrilo son e Moshe le idgarod boet Israël. C'est à partir de là que la marloquette a commencé. Nous dit le Midrash, un chidouche gadol,
C'est à partir de quand que la marloquette a commencé, le jour où il a été touché dans son âme. Parce que depuis longtemps, il vouait une jalousie à Moshe. Depuis petit déjà, Moshe ci, Moshe ça, oui, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Et nous alors? Mais jamais il osait. Jamais il avait osé rentrer dans la bagarre. Quand est-ce qu'il commence à rentrer dans la bagarre? Le jour où il montre à sa femme comment à quoi il ressemble. Sa femme, elle le voit, il dit Mia Salechakar, qui t'a fait ça? C'est à partir de ce moment-là où on lui a demandé de se raser et qu'il ne ressemblait plus à un homme normal que la marloquette a commencé, nous dit le Midrash. Et douche. Pourtant, c'était un démon de Dieu. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on va essayer de comprendre le sod de tout cela. Petit i. On voit donc qu'entre la femme de On et celle de Korah, il y a comme une sorte de mystère avec les cheveux. C'est quoi le mystère avec les cheveux? Quand il y a un dégât des eaux comme ça, c'est un dégât des eaux. Il faut dire Siman Bracha. Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire cette eau-là qui arrive, c'est une eau de Parnassa, une eau de Ksafim, pour qu'on puisse avoir encore plus d'argent et agrandir ici. Donc c'est ça, c'est la Bracha. Vous voulez encore un peu d'eau? Je peux. Et deux bouteilles. Ouais. Lechaim, Baruch Atah Adonai Eloheinu, comme Jacob y a eu Amen. Pourquoi il y a un mystère autour des cheveux? Korah, il n'a pas supporté qu'on lui rase les cheveux. Et qui est-ce qui a repoussé Korah de son mari? La femme de On. Comment elle l'a fait? En découvrant ses cheveux. Donc on voit qu'il y a quelque chose avec les cheveux ici. Les cheveux de la femme de On et les cheveux de Korah. Petit J. Petite parenthèse qui va nous renforcer tout ce qu'on est en train de dire. Lorsque Rivka Imen ordonne à Yaakov de prendre les brachot de son frère Esav, elle lui dit, mon fils, papa, Yitzhak, il est sûr que Esav, ça va devenir un grand tzaddik plus tard, peut-être, mais ça ne serait pas pour demain. Et il veut lui donner des brachot matériels, des brachot du monde physique. Je ne peux pas lui donner. Tu te rends compte, si on donne à un homme qui est rempli de ta'avot, des plaisirs de ce monde, tu lui donnes les choses matérielles, tu te rends compte de ce qu'il va faire avec? Il va s'empirer. Mon fils, je t'en prie, il faut que c'est toi, il faut que ça soit toi qui les prenne. Et là, Yaakov, il dit à sa mère, petit Seth de l'autre côté, il dit, maman, Vayomer Yaakov el Rivka imo. Yaakov, il dit à sa mère, maman, Hen Esav achi ish saïr, vanochi ish halak. Esav, c'était un homme poilu, un homme chevelu. Mais moi, je suis un homme imberbe, un homme lisse. Oula yemusheni avi vaiti benav kimtatea. Peut-être que mon père va me tâter et que je vais être devant lui comme un usurpateur. Ve'eveti alaik la lave lo bracha. Et c'est la malédiction qui va s'abattre sur moi, et pas chas v'shalom, et pas la bracha. Alors, vatikar Rivka et bigde Esav bena agadol, achamudot. Alors Rivka, elle a pris les habits de Esav, son grand-fils, les habits précieux qu'il possédait, Asher ita babaït, qu'elle gardait à la maison, vatilbash et Yaakov bena akatan. Et elle a ainsi habillé Yaakov de ses habits. Elle lui a mis ici des peaux, une sorte de chevelure. Elle dit comme ça, si ton père il te touche, il touchera les poils et il pensera que c'est Esav. Là, tout de suite, on pose une question sur les deux personnes. Sur Esav, sur Yaakov et sur Rivka. Et sa mère. 2-1 sur Yaakov. Je comprends pas. Ta mère, elle te dit, mon chéri, il faut que tu ailles prendre des brachot de Esav. La première chose qui me vient à l'esprit, je sais pas, pour moi en tout cas, c'est pas est-ce que mon père va me toucher, moi je suis lisse et lui il est poilu. C'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. La première chose c'est, non t'es sûr? Mais papa il va me reconnaître, il me connaît. Papa il m'a vu depuis que je suis petit. Ah il me voyait pas bien, il est aveugle. Il voyait pas bien, mais il va me reconnaître. Et puis s'il me demande de parler, il me dit comment ça va mon fils? Qu'est-ce que je vais répondre? Il va entendre ma voix. Et d'ailleurs c'est ce que va dire Yitzhak un peu après. Akol kol Yaakov, Yadaim de Esav, lui Yitzhak, tout de suite il a chopé ça. Il va lui dire tout de suite, mais je comprends pas, la voix est celle de Yaakov, quand tu parles, ta façon de parler, en plus ton timbre de voix, et tes mains sont celles de... Donc il va s'en rendre compte tout seul, Yitzhak. C'est quoi cette crainte que Yaakov a? C'est la première question qu'on va poser dans ce cours. C'est quoi cette crainte que Yaakov a de « j'ai peur que papa me touche et qu'il se rende compte que je suis lisse ». T'as pas des choses plus importantes à t'inquiéter? T'es en train de voler des brachot, t'es en train de mentir d'une certaine manière, les tova, pour le bien, mais tu es en train de mentir à ton père, c'est la seule chose qui te fait peur. Et toi, Rivka, ça c'est sur Yaakov la question. Et toi, Rivka, quoi, c'est juste parce que tu lui as mis les habits de Esav qui sentent le gibier et tu lui as mis des peaux, alors ça y est, Yitzhak qui va être berné. En fait,
une seule et même question, mais sur les deux personnages. Vous pensez vraiment qu'on va s'en sortir seulement avec une touffe de cheveux? Surtout qu'elle lui a pas mis des poils de Esav. Elle lui a mis une sorte de peau de bête. Tu passes... Voilà, j'essaie d'imaginer, je ne suis pas voyant ou je vois mal, parce qu'Yitzhak voyait, mais voyait mal. Je passe les mains sur le cou de mon fils, je sais ce que c'est des cheveux, et je sais ce que c'est des poils de mouton. Je fais la différence. Je passe les mains, tout de suite, je me rends compte qu'il y a usurpation là. Donc c'est quoi cette histoire? Pourquoi Yaakov, il s'angoisse sur les cheveux? On va voir les liens des cheveux, Korah, tout ça, tout est relié. Et pourquoi Rivka, elle lui dit, bah la solution, c'est de mettre des cheveux. C'est quoi ça? Comment ils vont s'en sortir les deux? Ils vont se faire attraper ce coup sûr. Donc voici les deux questions. Voici les deux questions. Question 1, pourquoi je suis dans le cas? Pourquoi a-t-il peur d'être démasqué seulement à cause des cheveux? Alors que Akol Kol Yaakov et Adim Esav. Question 2, en quoi un changement d'habit peut être suffisant pour Yaakov et Rivka? Alors, pour répondre à ça, le petit Tiferet Shlomo, l'Advour de Radomsk, qui est un petit élève de Baal Shem Tov, Shlomo Rabinovitz de Radomsk, il révèle dans son livre pourquoi Yitzhak n'était pas d'accord avec Rivka à propos de Yaakov. Parce que vous savez, à propos de Yaakov, vous savez bien que Yitzhak et Rivka n'étaient pas d'accord sur le fond, sur la personnalité profonde de Esav. Il disait sur Esav que ça allait être bientôt dans le futur un tzaddik. Yitzhak disait ça, donc il faut lui donner des brachot. Et Rivka, elle était plus terre à terre. Et c'est comme ça que sont les femmes. Toi, tu arrives, tu parles avec ta femme pendant une demi-heure de tes projets, de tes visions imaginatives, que tu veux changer le monde. Ta femme, elle t'écoute, elle te dit, c'est magnifique, mon chéri. Allez, tu vas me jeter les poubelles. Tu vois, elle te ramène tout de suite à la réalité. Hein, elle te rappelle qu'il y a des choses. Arrête de rêver. Les hommes, c'est des rêveurs. Bon, les femmes, hop, elles te ramènent. C'est pour ça que la femme, comme elle est très terre à terre, finalement, elle a besoin aussi de rêver. Elle a besoin de s'évader. Elle est beaucoup plus terre à terre que le... Ça me dérange pas. Elle est beaucoup plus terre à terre que les hommes. Donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette profonde entre Yitzhak et Rivka, son épouse. Et Tiferet Shlomo, il donne un chidouche merveilleux sur pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi Yitzhak, il n'a pas voulu donner ses brachot tout de suite à Yaakov. Yaakov, c'est un tzaddik. Yitzhak, c'est un tzaddik. Tzaddik donne au tzaddik. Mazez, que le tzaddik, il donne au rachat parce que plus tard, peut-être, il va être un tzaddik. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le Tiferet Shlomo, il répond, petit 8. Il faut qu'on comprenne ce qu'a voulu faire Yitzhak. Il a voulu bénir d'abord Esav, et Yaakov, ça ne l'intéressait pas pour l'instant. Il voulait lui donner toutes les brachot les plus importantes à Esav. Il dit comme ça. Pourquoi Yitzhak il avait peur de bénir Yaakov dans les brachot de la matière, des choses matérielles de ce monde, la fertilité, les pluies, les bonnes terres, les champs, les animaux, la parnassa? Pourquoi il n'a pas voulu lui donner ces brachot-là? Il a dit, j'ai peur que Yaakov tombe dans les plaisirs de ce monde. Si je lui donne les brachot de la nourriture, des plaisirs, de la matérialité, il va tomber dedans. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Ki aya yare leval yazuach dato. Il avait peur que son esprit... Kesev, il s'enlève d'ivrei tzadikim. L'argent peut rendre même fou les tzadikim. C'est-à-dire quoi? La Torah dit ça. C'est-à-dire que parfois, voilà, la matérialité, ça peut, hop, on peut tourner. Quelqu'un, il a de l'argent, il peut tourner. C'est pour ça que Vaishman, Yeshurun, Vaivat, il écrit dans les Troumages de Dvarim, la Medbet Tedvav, que Yeshurun, qui est un des noms d'Israël, il grossit et c'est après qu'il frappe. Parce qu'il a grossi, il a pris de l'ampleur. Je me rappelle une histoire comme ça avec le Rabbi Rayat, le précédent Rabbi Loubavitch. Il y avait un élève à l'Yeshiva qui était gas. Il était gas. Mazégas. Il était pas seulement. Il était épais, il était large comme ça. Il criait, il mangeait sauvagement, il poussait les bachourim. Alors le Rabbi Rayat, tous les borim, ils essayaient de parler. Rabbi Rayat a dit, ça suffit. Vous n'avez pas compris qu'il faut d'abord l'affiner, ce garçon. Vous allez me mettre à la diète. Il lui a fait faire un régime. Il a fait un régime, il a perdu son poids. Il s'est affiné. Et quand il s'est affiné, petit à petit, il s'est rendu compte que il n'y a pas que lui. À un certain moment, il y a quelqu'un qui veut prendre cette place que je prenais avant. Et là aussi, il y a quelqu'un. Et en plus, je peux même en rajouter. Petit à petit, je fais de la place aux autres. Et là, automatiquement, tu te raffines. Vaishman, Yeshurun, Vaivat. Quand est-ce qu'on devient Vaishman? C'est quand on grossit. C'est quoi quand on grossit? Du poids. Du poids. Ouais, Du poids, mais dans tous les domaines, tu vois ce que je veux dire?
Attention, il y a des gens, ils peuvent gagner beaucoup d'argent et rester des tzadikim, Baruch Hashem, qu'il y en a des comme ça. Mais de manière générale, la Torah te dit, fais attention. L'argent, les plaisirs de ce monde, elle peut te transformer. Tu n'as plus personne, les copains de la communauté, bah, comme maintenant tu n'es plus au même niveau qu'eux, bah, tu t'intéresses plus. Les choses de valeur, elles commencent à saper. Et c'est pour ça qu'il te dit, j'avais peur de donner les brachot à Yaakov, les brachot de la matérialité à Yaakov, de peur qu'il perde son statut. Loulei Rivka imenu. שהשכילה בחוכמה ובדעת להבין כי גם טובת עולם הזה מסייע לאדם לעבוד הבורא בהרחבת הדעת. Jusqu'à que Rivka elle a dit non, mon cher Yitzhak, mon époux, tu as raison, Yaakov il ne devrait pas recevoir des brachot de matérialité de peur qu'il devienne fou. Tu as raison. Mais moi je pense qu'un homme, si Hachem il a créé des fraises, c'est pour qu'on puisse les goûter. Si Hachem a créé de l'argent, c'est pour qu'on puisse en profiter. Mais pas que pour toi. Tu prends une partie pour toi et le reste tu donnes aux autres. Et le reste tu élèves la choule, la communauté, la famille, l'école, peu importe. Et tu fais des choses, des bonnes actions, et tu élèves tout le matériel que Dieu t'a donné. Mais pas pour toi, pour ton plaisir. C'est pour le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut aussi qu'un peu tu aies du plaisir. C'est-à-dire quoi qu'un peu tu aies du plaisir? Que tu aies du plaisir, par exemple, d'aller acheter une belle paire de tefilines avec un cave méoulé, avec la meilleure écriture, un étrog, l'étrog que les gars ils sont là à triper dessus. Wow, c'est quoi cet étrog? T'arrives, tu dis, il coûte 1000 €. Tu dis, bah, moi je peux me l'offrir. Mais pas parce que je veux frimer, mais parce que j'ai envie de faire honneur à Kadosh Baruch Hu. Et après le faire dans la choule à tout celui qui veut faire la bracha sur mon étrog, venez, venez. Donc en fait finalement c'est à Kadosh Baruch Hu. S'il te donne un monde matériel, un monde matérialiste, c'est que tu peux en profiter un peu. Pas beaucoup, mais un peu. C'est pour ça que Rivka elle dit comme ça, elle dit, non mon cher époux Yitzhak, tu dois donner les brachot matériels à Yaakov pour qu'il les élève dans la Kedusha, pour qu'il les utilise à bon escient. Alors elle a décidé de tromper son mari pour que Yaakov, le tzaddik, reçoive les brachot matériels. Donc ça, c'est le Tiferet Shlomo. Maintenant, le Yaharot Vash, dans Chelek Aleph Drush Vav, explique comment se préserver des ta'avot. Parce que les plaisirs, ça nous embrouille la tête. Les plaisirs de ce monde, la nourriture, le sommeil, l'argent, la gloire, l'honneur, la réussite sociale, la carrière, le ta'avat nashim, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui existent dans ce bas monde pour les hommes. Et donc à nous de nous en préserver. Comment on s'en préserve? Alors regardez petit 9, il y a un Rodvash à gauche. Il est écrit dans le Chumash de Dvarim Kafalef Yudbet dans la paracha de Kitetse. La paracha de Kitetse, vous savez, on en avait parlé la semaine dernière chez Greg. La paracha de Kitetse parle aussi de cette femme qu'on a vue en guerre et qu'on a voulu prendre pour nous. Ah. Hachem il te dit, je préfère te la donner permise que tu la prennes Béissour. Donc prends-la, mais tu devras l'avilir, tu devras la mochir. Rase-lui les cheveux, mets-lui des habits pas beaux, fais-la pleurer, pour qu'à la fois tu te rends compte combien tu... Attention, il y a la Chassidut, elle explique cette idée-là de manière phénoménale, qu'on parle ici de la Neshama, bref, c'est quelque chose de... Il y a le sod là-dedans, mais on va pas rentrer dedans. Par contre, il faut juste s'arrêter sur un passage, nous dit le Yaharot Vash, Vegircha et Rocha. Si après tu devras lui raser la tête. Le Yaharot Vash, pourquoi tu devras lui raser la tête? Maïnian. Ah, c'est la moche. Bon, il y a des femmes qui peuvent être belles même avec la tête rasée. Pourquoi tu dois lui raser la tête à cette femme pour qu'elle devienne à tes yeux moche? Regardez ce que dit le Yaharot Vash. L'écart tsarich laasot kemishpat abal tshuva. Les bal yachzor les sourds. Parce qu'un homme, il doit être comme un bal tshuva à ce moment-là. Veurishon le maet michol abechol amutarot. La première chose qu'il doit faire, c'est d'enlever tout ce qui est considéré comme considéré comme l'expression des ta'avot dans ce monde, des plaisirs dans ce monde. Tu dis, c'est quoi cette expression? C'est les cheveux. Les cheveux longs, les beaux cheveux, gominés, coiffés, etc. Les beaux cheveux, c'est ce qui exprime, kabbalatiquement, si on peut dire, les ta'avot de ce monde-ci. C'est pour ça que la première chose que tu dois faire, tu as envie d'elle. Donc tu as une ta'ava pour elle. La première chose que tu dois faire, enlève ses cheveux. Parce qu'en rasant, et peut-être même que tu devrais raser les tiens, mais en rasant tes cheveux, en rasant ses cheveux, tu te rends compte que les ta'avot, c'est pas bon pour toi. Vezeu vegilcha les rocha. C'est pour ça qu'on doit lui raser la tête. Les hasir seharot amorim à la mutarot. Parce que les cheveux font référence à tout ce qui est permis, à tous les plaisirs du monde. On parle bien sûr des plaisirs du monde permis, parce que jamais interdit. C'est pour ça que le mot sehar en hébreu se dit aussi en hébreu shar, qui veut dire la porte. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Les cheveux, mekabel touma, non, c'est les ongles qui sont mekabel touma. Ce sont deux parties du corps qui poussent. C'est les cheveux et les ongles. Les ongles sont mekabel touma, à la nuit, c'est pour ça qu'on se lave les mains. Les cheveux ne sont pas mekabel touma. Par contre, gratter son cuir chevelu, c'est-à-dire aller à la source du cheveu, tes mains sont impures, tu dois faire netilat yadayim.
Les cheveux, on dit souvent comme ça, quand un enfant il est chauvave, il est coquin, il est un peu dur en classe, etc., coupe-lui les cheveux. Pourquoi? Parce qu'en coupant ses cheveux, tu atteins le nian du chesed, alors que quand tu laisses les cheveux longs, tu atteins le niveau du din, de la gvora, de la rigueur. C'est pour ça qu'on laisse beaucoup la barbe et pas les cheveux. C'est l'inverse chez nous. Parce que la barbe, c'est quoi? C'est le chesed. Ça, c'est le chesed et ça, c'est le din. On rase le din pour avoir plus de chesed. Et donc, c'est pour ça qu'on devait raser les cheveux de cette femme pour enlever les ta'avot, les plaisirs de ce monde, à l'homme qui avait ses plaisirs pour cette femme. Le Abarbanel, un grand commentateur de la Mishnah, il dit dans Parashat Ba'alotra, il révèle quelle est la raison pour laquelle on rasait les Lévi'im. Parce qu'on revient, tout ça c'est pour parler des cheveux, vous souvenez-vous. On a parlé de Korah qui ne voulait pas être... on parlait de Korah qui avait un problème avec le fait qu'on allait lui raser les cheveux. Premièrement. On a parlé de la femme de On qui a découvert ses cheveux. On a parlé de Yaakov et Rivka, où Rivka dit à son fils, ne t'inquiète pas, je sais que tu es un berbe, je vais te mettre des cheveux. Parce que Yaakov, il a une angoisse d'être un berbe, de ne pas être assez poilu. On a vu maintenant, encore une fois, le Inyan de la Isha chez Gilcha et Rocha, qu'on avait rasé ses cheveux. Donc on voit que tout tourne autour des cheveux. Et le Abarbanel nous dit, mais quelle est la raison pour laquelle on rasait les Lévi'im? Les Lévi'im, on devait les raser totalement. Tous les sourcils, etc., on devait les balancer devant Hachem, comme ça, avec les mains et les pieds. Et ils faisaient cette procession pour devenir des Lévis, pour être intronisés Lévis. Et on pose la question pourquoi? Regardez petit 10 à gauche. Ils sont rien. Tu vas voir, petit 10 à gauche, c'est le Abarbanel, non pas Parashat Ba'alotra qui dit ça. Il dit comme ça. Veine barishona iziram almakom diratam beishivatam. Au début, on devait leur annoncer, Lévi'im, Kohanim, vous devez habiter dans un endroit spécial. Efo, où? Chez Yesaviv la Mishkan, un endroit qui est autour du Mishkan. Velo betor bene Israël. Vous ne devrez pas habiter dans les maisons d'Israël. Vous devrez être dans un endroit kadosh. Premièrement, c'est l'endroit de votre habitation. Deuxièmement, deuxièmement, ils devaient se purifier des avérotes qui étaient dans leurs mains. Comment on purifie nos avérotes à Tashlich à Rosh Hashanah? On secoue. La même chose, on fait une anafa comme ça. La même chose, on secouait les lévi'im, on les balançait pour un peu comme les dépoussiérer de leurs avérotes. Et troisième chose qu'on leur faisait, et ensuite, nous dit le Abarbanel, Misham ve'alai drachakum me'ata'avot agashmiot, ils s'éloigneront des plaisirs matériels. Chez Aleem Ramaz, sur ça, le passouk a fait l'allusion, et Varta hatar alkol besaram, tu devras les raser. C'est-à-dire que les cheveux, en rasant les cheveux des Lévi'im, tu es en train de leur dire Lévi'im, fini les ta'avot, vous êtes maintenant des prêtres, vous êtes maintenant des serviteurs du temple. Kiliot à Sear, Moutar la gouffe, puisque le Sear, le cheveu est permis. Aya et Galchuto, remez des Trakato, mais Advarim Amutirim, c'est pour ça qu'on te dit éloigne-toi des choses qui te sont permis. C'est-à-dire quoi? Tu vas un bon steak, avec une bonne moutarde, épais comme ça, c'est permis. Mais quand tu fais un effort, te dire je vais pas prendre. Ce soir, aujourd'hui, je vais pas prendre. Je vais faire une brisure en moi pour ne pas prendre. Eh bien, ça, les Lévi'im avaient comme travail de s'éloigner de tout ce qui était permis. Attention, pas Israël. Israël, ils ont une mitzvah au moins une fois par mois, une fois par semaine, de manger une bonne viande et de dire c'est Shabbat. bon. Hein? Shabbat. Shabbat, d'élever tout dans la matière. Chodesh. Ou Rosh Chodesh. Par mois, là. Et là, il va pas être d'accord. Parce que c'est un roi de la barbaque, Alan, il va te dire une fois par semaine au moins. Alors, on le va jamais Ouais. avoir. Je suis pas invité, encore. Ah, Mais voilà, t'as eu, hein. il faut, Chaim, il faut absolument que Alan il soit dans le groupe. Il n'est pas dans le groupe. Ouais. Il faut le mettre ce soir. Non, Blénéder. faut que je fasse- Quel groupe? Il faut que je fasse un groupe où il y a le maximum de gens du cours qui viennent d'office et je rajoute d'autres. Je fasse un groupe du cours. D'accord. Non, je te dis, Adam, qu'il y avait le cours ce soir. Bah ouais, mais Non, parce qu'il ne savait pas que j'ai eu les enfants. Non, mais c'est Non. ta faute, hein. on va aller. Non, Je mets pas ça sur toi, Khachalam. Je dis juste, ça voilà, fait il est l'année, pas au on est courant de. ensemble. Comme il est dans la Keïla. C'est énorme. Je les pose. On va parler de viande, là. Ah là 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 là. Au moins le Shabbat. Ah, demain, j'attends C'est demain. demain, là. J'attends demain. Alors, Mazé, on dit comme ça. Le cheveu qui est une permission, Akadosh Baruch Hu te dit, je te permets de manger une bonne viande, manger une glace, etc. Mais fais-le, les Shem Shamaï. Fais-le pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Fais-le, tu fais une bracha, des mètres. Et après ça, tu dis, les forces que j'ai gagnées maintenant, je vais aller étudier une Gemara, je vais aller étudier une bâche de Chassidut, je vais aller me renforcer dans Avodat Hashem. Sinon, ça va dans quoi? Ça va dans les méandres de la batlanout et de l'annulation dans l'état Avod du Olamazé.
Le kiff que t'as de manger. Bah ouais, mais c'est bien de kiffer, mais fais-le les Shem Shamaï. Les Lévi'im, par contre, eux, ils devaient complètement tout casser. Non. Ils devaient tout enlever. Et Lévi, pas les Kohanim. Il a mangé Korbanot. Les Kohanim Ah. aussi devaient se raser. Devaient se raser. Pas Aaron à Kohen, lui. Le Kohen Gadol, non. Mais... Désolé, Michel. On va te voir un berbe un jour. Non, peut-être pas. Peut-être avec magie Je après. n'ai pas le droit de Kohen Gadol. Aïwa, bonne réponse. Bonne réponse. Non, mais bon, je pense pas être à niveau, mais. Non. Bonne réponse. Si jamais c'est une place. En fait, on m'autorise à raser la barbe et les cheveux, c'est beau ça. Bon, combien de fois je vais laisser faire un truc me dit, Genre non, t'as pas le droit. Barthez un peu. T'as envie des fois. Tu peux pas, toi, tu te laisses toujours dans la chose. Ah, mais tu sais que j'ai pas le droit. Et voilà. Donc, oui. Donc, les Lévi'im, ils ont une mitzvah de se raser pour se détacher des ta'avot de ce monde. Petit p. Voilà pourquoi la Torah interdit de raser les tempes et la barbe avec un couteau, comme les Lévi'im, parce qu'ils se rasaient avec un couteau. Hein. Car comme dit le Michelet Gimel Vav, Bechol derachecha daeu. Hachem, il te dit, tu rases tes cheveux courts. Tu dois avoir les cheveux courts. Mais là, ici, tu dois les laisser. Ça, les péotes. Pourquoi on doit laisser les péotes? On te dit, tu dois laisser les péotes pour te souvenir tout le temps que il faut raser, il faut enlever les ta'avot de ce monde, mais qu'une partie, tu peux quand même un peu kiffer, mais pour Hachem. Pourquoi cette partie-là et pas là? Pourquoi on ne laisserait pas plus long ici? C'est parce que ici, c'est proche de l'oreille, comme nous dit le Shulchan Aruch, dans le Seif Koupé Aleph, Siman Koupé Aleph, Seif Tête, c'est une partie, comme un chapitre. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Elle te donne la mesure exacte de la taille des péotes. Et c'est jusqu'à l'oreille. Pourquoi tu dis jusqu'à l'oreille? Jusqu'à le temple de l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille, c'est celle qui a entendu Anochi Hashem Elokecha. Ça, c'est celle aussi qu'on va poinçonner avec le Eved Ivri et tout. C'est elle qui a entendu Anochi Hashem Elokecha. Donc c'est elle qui a cette mission, cette responsabilité de suivre les chemins d'Hachem. Alors on te dit, de la même manière qu'un homme il doit se raser les cheveux parce qu'il doit se détacher des ta'avot de ce monde, mais il ne doit pas oublier aussi en parallèle qu'il peut un peu profiter des plaisirs. Un beau costume, des belles lunettes, une belle maison, un beau Shabbat, mais tout ça c'est les Shem Shamaim. Un beau costume pour être présentable, pour donner un beau chiot, une belle maison pour inviter le maximum de monde, et une belle table pour qu'on puisse kiffer et faire... Et des belles bretelles pour qu'on puisse... Chacun son truc. J'ai capté depuis tout à l'heure, j'ai décidé. Non, ouais, j'ai porté des bretelles pendant très longtemps. Et là, j'ai commencé à revenir à ça. Relancer. Ouais. Je crois que c'est la période où, tu sais, avec les jumeaux, c'est de plus en plus difficile. Les deux mains sont prises. Tu peux pas remonter le pantalon. Avec les bretelles, ça tombe plus. Donc, arrête de rire, hein, Michel. Donc ça, c'est le Inyan des temples qui sont pas touchés pour te dire ton oreille qui a écouté Anochi Hashem, c'est elle qui doit te rappeler toujours que les cheveux que tu as un peu ici, qui sont permis de les laisser pousser, c'est pour les Shem Shamaim. Bechol derachecha daeu, dans toutes tes voies, connais-le. Lettre Q. Voilà pourquoi Yaakov, on arrive à la fin, hein. Voilà pourquoi Yaakov Avinu a peur, en particulier, d'être démasqué à cause de ses cheveux. On a posé la question tout à l'heure et on a posé une question sur Yaakov. La première chose qui t'inquiète, qui t'angoisse, c'est de dire à maman, mais moi je suis un berbe et Esav il est poilu. C'est tout ce qui t'inquiète. Il dit oui, c'est ce qui m'inquiète. Pourquoi? C'est un beau chidouche. Il dit parce qu'en fait, comme ça, Yaakov, il dit comme ça dans sa tête. C'est impossible que mon père me donne la bracha. De la matérialité. Pourquoi c'est impossible? Parce que je suis un homme imberbe. Si je suis un homme imberbe, c'est que je suis un homme, ça veut dire d'une certaine manière spirituellement, je suis un homme qui est détaché de la matérialité. Je n'ai pas de poils, je n'ai pas de cheveux. Et donc, comme j'ai pas de cheveux, j'ai pas de ta'avot, mon père ne voudra pas me donner les brachot de peur que, comme on a dit tout à l'heure, d'après le Tiferet Shlomo, de peur qu'à la fin, je tombe dans les ta'avot et que je sombre dans les averot. Alors il n'a pas voulu me les donner, ces brachot. C'est pour ça que la première chose qui m'inquiète, c'est d'être imberbe, c'est d'être lisse, d'être pas chevelu. Parce que Esav, lui, il est habitué aux choses de ce monde. Donc il pourra faire quelque chose avec les brachot de la matière. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va lui dire, Rivka? Elle va lui dire, non mon fils, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te mettre des poils. Pourquoi elle lui met des poils? Comme si que ça va aider pour l'usurpation. Vraiment? Tu crois, Rivka, qu'en mettant des cheveux et des poils ici, qu'il y a Yitzhak qui va être berné? Rivka, elle te répond, pas du tout. Je ne cherche pas à berner mon mari. Je cherche à montrer à Yaakov que dans sa vie, même s'il est lisse, sans ta'avot, on peut en avoir. Mets-en un peu ici. D'ailleurs, elle les a mis proche de l'oreille en quelque sorte. Mets-en un peu dans ta vie. C'est quoi un peu dans ta vie? Tu dois pas te mortifier à aller plonger dans l'eau glacée et te mettre des coups de fouet. Non, on n'est pas comme ça dans le judaïsme. Équilibre. Utilise les Shem Shamaim.
Achète plein de viande si tu veux, mais tu avec toute la communauté et tu fais la khafla. Ça, c'est ça, l'Inyan. C'est d'utiliser la matérialité pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que Rivka, elle a comme projet pour son fils Yaakov. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, mon fils, t'es lisse, mais moi, je vais un peu t'enchevelir. Je sais pas si on dit ça. Je vais te rendre un peu poilu pour que tu comprennes qu'il faut un peu utiliser les ta'avot de ce monde-ci, les Shem Shamayim. Donc la question du cours, c'était, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les plaisirs de ce monde? Jusqu'à où on peut utiliser les plaisirs de ce monde? Ben voilà, jusqu'à quand tu sens que tu le fais plus pour Hachem, tu le fais pour toi. Dès que tu sens que, qu'est-ce que c'est un kiff. Alors là, ressaisis-toi. Hachem, ce verre d'eau fraîche va me permettre d'avoir la gorge plus mouillée, que je puisse faire un meilleur cours. Hop, une kavana d'un instant, mais une kavana. Et pour clôturer, petit S, voilà pourquoi Korach se révolte le jour où on lui rase les cheveux. Maintenant, on va comprendre pourquoi Korach, toute sa marloquette, comme on a dit tout à l'heure, d'après le Midrash, elle a commencé quand? Le jour où il arrive chez sa femme et que sa femme, elle le voit imberbe. Elle le voit tout nu de cheveux. Elle lui dit, wow, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, il dit, t'as vu ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont rasé. Pourquoi c'est là où ça a commencé la marloquette? Eh bien, parce que c'est le jour où on a annoncé à Korach qu'il n'avait plus accès au plaisir de ce monde. Alors qu'on sait que comme c'est quoi Korach Vaikar, il veut tout prendre. En particulier, qui était Korach? Regardez petit 11 de l'autre côté. La Gemara de Psachim Kufyutet Amud Aleph nous dit, Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Rabbi Chama au nom de Rabbi Chanina dit, Shalosh matmoniot itmin Yosef et Mitzrayim. Yosef, il est devenu très riche quand il était vice-roi d'Égypte. Il a caché 3 grands trésors. Un premier trésor, Nidgala les Korach. Un premier trésor, c'est Korach qui l'a dévoilé. Et il est devenu très riche grâce à cela. Korach est devenu très riche. Ve'achat Nidgalé le Antoninus ben Asurius. Un autre trésor a été dévoilé par un empereur, l'empereur Antonin. Ve'achat Nouza les Tzadikim Latil Lavo. Et le troisième trésor est mis de côté pour les Tzadikim dans le monde futur. Osher Shamour les Baalav les Raato, comme dit Kohelet, l'Ecclésiaste de Shlomo Ameler, Perek, que la richesse parfois elle est gardée pour les Réchaïm, mais pour qu'à la fin, malheureusement, c'est un peu comme leur outil de faute. C'est comme si Hachem te dit, tiens, je te donne. Le tzaddik, le pauvre, il est pauvre. Et le rachat, il est riche. Hachem te dit, oui. Un peu comme si, attends, je vais dire un truc un peu dur, hein. Oui, qu'ils étouffent avec. C'est un peu ça l'idée. Qu'il est plein de richesses, tu verras, c'est ça qui va le faire tomber. Il faut bien que cet homme-là qui va tomber, qu'il y ait une bonne raison qu'il tombe. Donc je lui donne cet argent. Lui, je veux pas qu'il tombe. Donc je veux l'éloigner des plaisirs de ce monde, je le rends pauvre. Mais pourquoi? Pourquoi notre père il veut qu'on tombe? Ah, ça c'est encore une autre question. C'est le tikkun, c'est comment il va se renforcer. Est-ce qu'il va tomber ou pas, peut-être? C'est une épreuve aussi. Mais il y en a toute leur vie, c'est-à-dire ils n'ont pas décidé, c'est-à-dire c'est comme ça, il y en a qui sont rentrés dans la facilité. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que, de manière générale, la gava et la vantardise et la nonchalance et la supériorité sur les autres se trouve souvent chez les gens qui ont beaucoup, un peu gratuitement. Ils ont beaucoup et ils ne prennent pas la valeur des choses. C'est le jour où ils perdent tout, qu'ils se rendent compte de... J'avais comme ça entendu une histoire, un homme il montait à chaque fois à la Torah, c'est un homme très riche, il le faisait monter à la Torah, et il faisait un petit chèque à la fin. Le rabbin était content, un petit chèque et tout. Un jour il a perdu tous ses nechassim, tous ses biens. Il n'avait plus rien. Et malheureusement, au début on l'a fait monter, parce que bon, on ne veut pas que ce soit radical, mais petit à petit, sans lui faire comprendre, bon, voilà, t'as plus d'argent, tu peux pas monter tout le temps. Malheureusement, hein, je fais ça, je le dis comme si c'était normal. Mais évidemment que c'est incroyable de faire une chose pareille. Et cet homme-là, il est redevenu riche. Alors ils l'ont pas ramené tout de suite à la Torah, ils ont petit à petit. Mais après, voilà, ils l'ont ramené et tous les Shabbats, ils montaient. Et la première fois qu'ils l'ont fait monter, il est arrivé devant la Teva, il a pris le chèque, il a posé le chèque sur la Teva et il est parti. Il dit, Rabbi, Vodara, venez, montez, faites la bracha. Je dis, voilà, quoi voilà? Je n'ai pas compris. Ah, quoi, c'est moi que vous faites monter à chaque fois? Ah, je pensais que c'était mon chèque, moi. C'est pour ça que j'ai posé le chèque sur la Teva. C'est lui qui va faire la bracha, parce que c'est lui que vous faites monter à chaque fois. Donc bon, ça c'est à l'envers. C'est celui qui a pris conscience de la cupidité des autres vis-à-vis de sa richesse. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe avec les riches. C'est pour ça que Ezeu Achir à sa mère Bechelko, l'homme riche c'est celui qui est heureux de sa part, parce que plus tu as des richesses, Marbe Ksafim, Marbe Dehaga, Marbe Avera, Marbe tellement de choses mauvaises, parce que l'argent peut être difficilement gérable.
C'est pour ça que Yitzhak il a peur pour son fils Yaakov. Alors que Rivka a dit non, Yaakov il va gérer. Il va gérer. Et c'est pour ça que les Juifs, les amis, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais ce sont des schizophrènes. On est des schizophrènes. On est constamment à se battre entre la réussite de la Parnassa. Et là où on va dans le monde, on a une réussite. Mais d'un autre côté, on nous dit aussi, Akol Hashem Shamaï. Tu dois tout faire pour Dieu. Et la Gdusha, et la mitzvah, et faire monter ça chez Hashem. Et on est constamment en train de batailler entre les plaisirs de ce monde, et la Gdusha, et la mitzvah. Et on est toujours comme ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Gardez-le juste Parce qu'on a eu la bracha de Esav. Normalement, cette bracha, elle aurait dû être donnée à Esav. Nous, on aurait dû avoir que la bracha de la spiritualité. Et Torah, avoir quoi, mitzvot. Ben non, on aurait été des pauvres. On aurait été pauvres. On n'aurait jamais rien réussi dans notre vie, à part Torah et mitzvot. Rivka, elle a dit non. Elle a dit, je suis pas d'accord. Je veux que Yaakov aussi soit riche. Alors, en même temps, je sais pas si c'est une bracha ou si des fois c'est difficile. Bah oui, parce que c'est une galère. Parce qu'on est constamment... Voilà, tu vois, c'est des fois on est constamment tiraillé à droite et à gauche et on sait plus trop comment donner du son, de la voix, le chemin. Mais normalement on était un peuple. Il y a les Kohanim, d'accord, mais normalement on est un peuple destiné à la prêtrise. Normalement on est un peuple destiné à la prêtrise, maintenant, et ça, il devait s'occuper du matériel. Puisque c'est la bracha, c'est le matériel. Et il nous aurait financé pour le spirituel. Ouais. C'est ça ma chère façon. C'est ça. C'est ce qui va se passer avec ma chère. Comme on a vu la semaine dernière, les titi de partout. Rico, je pense à lui là. Les 2800. Il a pas lâché l'histoire. Il était là. Pourquoi il vient pas au cours tout le temps? Il faut le chauffer, Fatigué, il doit travailler dur. Donc voilà ce que nous dit le Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zé Oshro Shel Korach. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il disait, la richesse de Korach, c'était ça. Elle a été gardée à Korach. Elle a été mise de côté pour Korach, pour qu'à la fin, c'est cette richesse-là qui lui embourbe la tête. Et finalement, il aurait pu être comme qui? Il aurait pu être comme Rabbi Yehuda Hanassi et Moshe Rabbeinu. Regardez ce que dit la Gemara de Gittin, Nuntet Amud Aleph. La Gemara de Gittin nous dit, petit 12, Mimot Moshe ve'ad Rabbi lomatzinu Torah ugdula b'makom echad. Du temps de Moshe et du temps jusqu'au temps de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, on n'a jamais trouvé un homme qui avait en même temps beaucoup de Torah et en même temps beaucoup d'argent. Moshe était très riche et il s'enorgueillait pas. Il l'utilisait pas pour lui. Rabbi Yehuda Hanassi était très riche et il l'utilisait pas pour lui. Il donnait tout aux pauvres. Comme nous dit Rashi, chez En be Israël gadol batorah ou be'osher kamoto. Il n'y avait pas autant dans Israël un homme qui avait la faculté de ne justement pas être schizophrène. Il avait la faculté d'être en même temps très riche et en même temps très pieux. C'est totalement contradictoire, mais ils y arrivaient, Moshe Rabbeinu et Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà pourquoi la Gemara de Ktubot, Kuvdalet Amudale, vous êtes avec moi? Kuvdalet 104a nous dit, Beshaat tirato shel Rabbi Zakaf eser itzbaotav klape mala. Au moment de la mort de Rabbi, il a levé ses doigts vers, pardon. Il a tendu, Rabbi Yehuda Hanassi, il a étendu ses doigts vers le ciel, Amar Ribono shel Olam, et il a dit, au moment où il partait? Au moment où il partait. Bon, on dit que Rabbi Yehuda Hanassi n'est jamais parti, même après sa mort, il venait de sa mort, il venait, il venait faire le kiddush à sa famille. Et ils étaient quittes. Il dit, c'est connu devant toi que tu m'as donné énormément dans mes mains, énormément de richesses. Mais j'ai jamais utilisé un seul petit doigt pour mon propre plaisir. C'est pour ça qu'il levait ses doigts vers le ciel. Il dit, Hachem, accueille-moi comme je suis, parce que moi, j'ai rien profité de ce que tu m'as donné comme richesse. Et malheureusement, Korach, il aurait pu être comme Moshe Rabbeinu et Rabbi Yehuda Hanassi. Et à la place, cette richesse ne l'a pas élevé. Malheureusement, au contraire. Parce que comme il était très riche, il ne voulait pas perdre cette richesse. Le jour où on lui a dit, tu vas tout raser et tu vas enlever la richesse et les plaisirs de ce monde, il a dit, Lo yachol, je ne peux pas. On va te balancer pour te nettoyer de tes pièces de pixou. Et il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il a commencé la marloquette. Le jour où on lui a dit qu'il devait arrêter un peu, ou plus, parce qu'on parle des Lévim, les ta'avot, les plaisirs de ce monde. Petit U. À présent, comprenons pourquoi les Bnei Lévi ont-ils pu donner ce nom à Korach, un nom des fils des Sav, car en effet, normalement, les tzadikim savent tout, comme dit Petit 13. Il s'appelait pas Korach avant? Korach. Alors, c'est quoi le nom qu'ils ont donné à Korach? Korach. Comment ça se fait qu'ils ont donné Korach? Parce que tu n'étais pas là au début, mais Korach est un des noms des fils des Sav. Ah oui. Ils ont donné un nom de rachat, quoi. Et on veut comprendre pourquoi. Surtout que, regardez, petit 13 à gauche, le Yalkut Shimoni Jishaya Remez Taf Memtet nous dit Ilou Zachua Dorot Aya Kadosh Bochou Kore Shem Lekol Echad Ve'echad. Si Hachem, il voulait nous faire mériter, si on était méritants, c'est Hachem lui-même qui aurait donné nos prénoms à nos enfants. Vous savez que les parents, quand ils donnent un prénom à leurs enfants, c'est un peu comme un roi HaKodesh.
mais c'est un peu. Le vrai roi Kodesh, ça aurait dû être Hachem qui aurait dû dire, lui, il va s'appeler David. Pourquoi? Parce que sa Neshama, elle est en rapport avec David Amelech, elle est en rapport avec la force de David. Bon bref, sa Neshama, elle est reliée aux lettres Kedoshot du mot David. C'est Hachem qui aurait dû nous donner nos prénoms, parce que nos prénoms sont reliés avec notre Neshama. C'est pour ça qu'il faut appeler son prénom juif au moins une fois par semaine, parce que ça réveille notre Neshama. Le gars qui s'appelle Laurent, c'est bien de l'appeler de temps en temps de son prénom Abraham, par exemple. Il nous dit le Yalkut Shimoni, ou Mishmo ayuyodim et tivo vet maasav. Aux temps anciens, avec le nom d'une personne, on connaissait sa nature et on connaissait ses actions. Abou Raboteinu, nos sages nous dit, Keshaya Rabbi Meir roe Adam, aya lamed shmo ou mishmo aya yodea et maasav. Rabbi Meir Baalanes, quand il voyait un homme, il lui disait comment tu t'appelles, dans Yalkut Shimoni, en bas à 13. Quand il voyait un homme, il lui disait comment tu t'appelles. Personne lui disait son nom. Il disait avec ton nom, je sais ce qui va t'arriver. Rien qu'avec le prénom. Donc le prénom, ça représente une grande partie de la personnalité de l'homme. C'est une des choses qui forge la Neshama. Comment, encore une fois, les Bnei Lévi ont-ils pu appeler le mot Korach, qui est le nom d'un des fils d'Esav, à leur fils? La réponse est donnée par le Shla à Kadosh. Regardez ce que dit le Shla, c'est merveilleux, réponse du Shla. 14. Levaer atam shikaru atzadikim Bnei Lévi et Shem Bnam Korach. Pourquoi Lévi? Pourquoi les fils de Lévi, dont Yitzhar, a-t-il appelé son fils Korach, un nom de rachat? Qui ici gou beroar kocham qui benze imatse shlish matmon shel Yosef atzadik. Ils avaient vu en roi Kodesh, ils avaient vu que cet homme-là, ce petit bébé là dans les bras, qu'ils n'avaient pas encore nommé Korach, ils étaient encore petits, c'était avant les 8 jours. Ils avaient vu que ce bébé allait bientôt trouver, parce qu'il était archéologue Korach, il va bientôt trouver des trésors enfouis dans la terre et qui va devenir immensément riche. Et les parents, ils ont dit, aïe, un Lévi riche, c'est un Lévi schizophrène. Il va faire un Parce que, bah oui, il va devenir fou, il va pas savoir s'il doit profiter du monde ou s'il doit être détaché du monde. Alors comment on va l'appeler, les amis? On va l'appeler Korach. Comment on dit en hébreu quelqu'un qui est calvicieux? Je ne le dis pas bien sûr. Mais comment on dit quelqu'un qui perd ses cheveux? On est tous un petit peu ici, ne regardez pas. Mais comment on dit quelqu'un qui perd ses cheveux? Fartas. Non, en hébreu. Ça vous dit quelque chose, Max? Moi, on m'a toujours dit que c'est des cheveux bêtes qui quittent une tête Guébert. intelligente. Non. Guébert, non. C'est pour ça que Guébert? je sais plus. Guiben? Ça fait très longtemps. Ça, non, je sais plus. Les cheveux bêtes qui quittent. Kireach. Korah, Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, quelqu'un qui a un berbe, c'est quelqu'un de Kireach. Ah, il nous voulait Lévi alors. Exactement. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Korach. Pas parce que c'est le nom de la fils d'Esav. Ils l'ont appelé Korach parce qu'en hébreu, Korach, ça veut dire justement une tonsure. Ça veut dire ne plus avoir de cheveux. Comme si que quand ils avaient ce bébé dans les bras, il dit, mon petit bébé, bientôt un jour tu vas devenir très riche et tu auras la mission de soit tomber dans les ta'avot ou soit ne pas tomber. Donc je vais te donner un prénom qui va te protéger pour te rappeler toujours que tu devras enlever les cheveux de ta vie. Koreach, Kereach, qui veut dire chauve ou Alken itrakmu likrolo beshem Korach sheu belashon Kireach kedei sheHashem hazeh yashpia lo gdusha sheuchal yitgaber al mutarot haolam hazeh. W. Ils espéraient que leur petit-fils, qui était attaché au plaisir de ce monde, initialement, puisqu'il avait été devenu très riche grâce au trésor de Yosef, ils pensaient, ils rêvaient qu'un jour cet homme-là arrivera à contrôler cet Ahavot. Grâce à son nom, Korach, un nom de Kedusha finalement, qui veut dire rasé, sans cheveux, sans plaisir. Malheureusement, ça n'a pas marché. Car comme le dit le rabbi de Lubavitch, dont on va fêter la Iloula dans quelques jours, le rabbi il dit Korach, ce sont les lettres d'Akadosh Baruch Hu, la lettre initiale du Shem Hashem, qui est la lettre He, mais qui a été dénaturalisée. Regardez. Korach, c'est un Kouf, un Resh et un Chet. Kouf, c'est un He, mais dont la barre de gauche s'est rallongée. Regarde, c'est dans le dessin. Le Resh, c'est un He, mais dont la barre de gauche a disparu. Et le Chet, c'est un He dont la barre de gauche a été complétée. De quoi on parle ici? On parle de 3 atmosphères. La première atmosphère, c'est le Kouf, c'est-à-dire l'excès de zèle. C'est de rajouter des choses qu'on t'a pas demandé de faire. Korach, il était comme ça, l'excès de zèle. Tu veux prendre des places qui ne t'ont pas été confiées. Resh, c'est quoi? C'est enlever totalement la barre de gauche. C'est quoi enlever totalement? C'est complètement enrayer une partie des ordres qui t'ont été donnés. Comme par exemple, un ordre de te raser, tu n'as pas accepté cet ordre.
On t'enlève totalement la barre de gauche. Et enfin, le chet, c'est quoi? Le chet, c'est de combler quelque chose qui aurait dû rester ouvert. C'est quoi quelque chose qui aurait dû... Un hé, c'est un chet ouvert. C'est quoi l'ouverture? C'est de toujours avoir une oreille ouverte, tendue, pour écouter ce que l'autre a à dire. La vie de l'autre est intéressant aussi. Et lui, il s'est totalement fermé. Il a transformé son hé en chet. C'est pour ça que il a perdu son statut du hé d'Hachem et c'est devenu Korach. Et enfin, on peut comprendre maintenant, pour terminer, pourquoi la femme de On a-t-elle découvert ses cheveux. Elle aurait pu faire autrement. Elle aurait pu dire, mon mari dort, Gezel Shena. Korach, c'est un tzaddik, n'est-ce pas? Si c'est un tzaddik, sa femme, elle lui dit à Korach, la femme de On dit à Korach, désolé, mon mari dort. Korach, il va partir, parce qu'on ne réveille pas quelqu'un qui dort. C'est un vol. Elle aurait pu même mentir. Il n'est pas là. Parce que pour pas arriver à la marloquette grave de Korach, on aurait pu mentir. On aurait pu mentir. Elle aurait pu mentir. Non, elle a fait quoi? Un truc bizarre. Elle est sortie à l'extérieur, elle a montré ses cheveux. Elle a étendu ses cheveux comme ça, et elle a commencé à les coiffer. Vas-y. Nous dit le Shla Kadosh, c'est un remez. Que quand elle a étendu ses cheveux, c'était pour montrer à Korach. Toi, Korach, t'as pas voulu te tondre. Et même si tu t'es tondu, même si à la fin tu as perdu tes cheveux, tu l'as pas accepté, t'as pas accepté qu'on t'enlève les ta'avot de ce monde. Eh ben sache que moi, en te montrant mes cheveux, je te rappelle que c'est ça ta avoda, Korach. C'est d'enlever les cheveux que tu as dans ton cœur. Les cheveux, c'est-à-dire les ta'avot que tu as dans ton cœur. Celle qui a la capacité, qui a la possibilité d'avoir des ta'avot, parce qu'elle arrive à les contrôler, c'est la femme. C'est pour ça que la femme, elle peut avoir des cheveux longs, très longs, qu'elle montre à son mari dans sa période de pureté, et qui est une interdiction pour les autres, parce que c'est tellement kadosh les cheveux d'une femme. Quand on dit Sear Isha Erva, quand on dit Erva ici, c'est pas la nudité comme si on parlait de quelque chose de sale. On parle d'une grande kedusha chez la femme. Par exemple, la femme qui sort de la choupa, on dit que la kedusha qui est là dans ses cheveux, c'est comme la lumière de Moshe Rabbeinu qui descend de la montagne après Matan Torah, puisque la choupa c'est considéré comme le Har Sinaï. Et quand Moshe Rabbeinu descend de la montagne, son visage est tellement lumineux qu'il a dû le couvrir avec un voile. Et pendant 40 ans, on ne voyait plus le visage de Moshe. On dit que son visage était lumineux, que tu pouvais être aveuglé. C'est pour ça que dans le texte, il y a marqué Keren Or Panav. Le visage de Moshe était plein de rayons de lumière. Keren a été mal interprété par des générations et des générations de païens qui ont dit que Keren, ça veut dire corne. Et c'est pour ça qu'ils disaient que les Juifs étaient des hommes cornés. Pendant des générations, ils disaient que les Juifs avaient des cornes. C'était des petits démons. C'était des êtres inférieurs ou des êtres qui venaient de... Mein Kampf, je pense qu'il parle de ça aussi. Donc quand on parle de ces cornes, en fait, on parle en réalité des Keren, des rayons de lumière de Moshe Rabbeinu. Et on dit dans la Kabbalah que les cheveux de la femme, c'est pour ça que dans beaucoup de communautés, la femme, le jour de la choupa, elle a le voile, pour pas qu'on voit son visage. Et même en pire, des femmes qui couvrent leur tête à un moment de la choupa. Tu vas... Non, je parle même pas de... Oui, ça c'est chez les Chabad par exemple, ou Ashkenaz, ils couvrent totalement, on voit plus le visage du tout. Non, moi je parle d'autre chose. Elles se couvrent la tête, les cheveux. C'est-à-dire qu'elles viennent déjà en perruque ou en foulard. Qu'on ne voit pas les cheveux de la femme, pour pas qu'elle sorte de la choupa. C'est comme ça, tous les chassidim, Me'acharim, ils font comme ça. Beaucoup font. Je sais pas si dans la Keilot Sfaradiot on faisait ça, peut-être dans les temps après, ils considèrent que c'est après la bia. Comment? Après la bia, elle devient vraiment. C'est vrai, mais sous la choupa, il y a quelque chose aussi, parce que au moment, c'est comme l'Arsinaï. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande kedusha dans les cheveux. C'est pas quelque chose de dire, ouais, les cheveux d'une femme c'est tamé. Pas ça. Les cheveux d'une femme c'est tahor, mais pour son mari. Et c'est pour ça qu'elle doit les couvrir, parce qu'elle peut utiliser les ta'avot du Olamazé qui sont considérés comme les cheveux. Korach, lui, il aurait dû faire une korcha, une sorte de tonsure. Il aurait dû enlever tous ces ta'avot-là, et c'est la raison pour laquelle la femme de On, elle lui montre ses cheveux pour lui dire, c'était ça ton travail, et t'es passé à côté. Shabbat shalom.